Les scandaleux secrets qui entourent la bombe atomique. Des histoires méconnues qui ont modifié la face du monde. Le physicien qui a livré les secrets nucléaires américains à l'Union soviétique. Et plus tard à la Chine. L'Israélien qui a révélé la vérité sur les activités nucléaires de son pays. Pourquoi la crise des missiles cubains a-t-elle failli dégénérer en conflit nucléaire? Et comment l'allié crucial des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme a-t-il vendu la technologie nucléaire à l'Iran? Nous allons vous dévoiler les surprenantes vérités qui se cachent derrière la terrible prolifération des armes nucléaires. Un spectacle d'une puissance stupéfiante. Un éclair aveuglant. Une onde de choc dévastatrice. Et la formation d'un champignon atomique tout aussi splendide que terrifiant. L'histoire de l'humanité est jalonnée de guerres. Mais la création et la prolifération des armes nucléaires nous ont mis en mesure d'anéantir la planète. À l'heure actuelle, 9 nations possèdent ce pouvoir redoutable. Les membres fondateurs du club nucléaire, États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne, France, auxquels se sont ajoutés l'Inde, le Pakistan, l'Israël et dernièrement la Corée du Nord. La capacité de causer de graves dégâts nucléaires, autrefois apanage des grandes nations, est devenu aujourd'hui celui de petits pays, de petits groupes et même d'individus isolés. De nos jours, fabriquer une arme atomique est beaucoup plus facile qu'on ne l'imagine. Une quinzaine de kilos d'uranium enrichi suffisent à un jeune ingénieur talentueux pour confectionner une bombe sale, élémentaire, mais destructrice. Le matériel à utiliser est en vente dans le commerce. Et la technique à employer est disponible sur de nombreux sites internet. Facilement transportable, un peu plus grosse qu'une balle de baseball, cette arme pourrait être placée à l'arrière d'une camionnette ou sur un bateau. Et elle aurait la puissance nécessaire pour rayer de la carte une grande ville n'importe où dans le monde. Depuis l'apparition des armes nucléaires, la menace qu'elles représentent a exercé un puissant pouvoir de dissuasion et est devenue un symbole de prestige. Au Moyen-Orient, l'Iran et quelques pays arabes s'acharnent à développer une technologie nucléaire. Mais un pays de cette région du globe possède des armes atomiques depuis plus de 40 ans. Israël. Comment cette minuscule nation s'est-elle retrouvée avec l'un des arsenaux stratégiques les plus secrets et les plus importants du monde? Ce n'est qu'un roman feuilleton d'espionnage, de coalition et de mystification de plus, parmi tous ceux qui caractérisent la façon dont les armes nucléaires ont proliféré à la surface du globe. Le programme nucléaire israélien débute dans les années 50, en étroite collaboration avec le programme français, lorsque les deux pays décident qu'ils ne peuvent pas compter sur le parapluie nucléaire américain. En 1957, les Israéliens, aidés par les Français, entreprennent la construction d'une centrale nucléaire ultra secrète à Dimona, au fin fond du désert de Negev. Israël fournit la technologie et les scientifiques, et la France prend en charge le gros œuvre industriel. Mais lorsque des avions de reconnaissance américains de type U-2 survolent le site de Dimona, les États-Unis commencent à se méfier. L'administration Kennedy exige qu'Israël lui permette d'inspecter les installations. Elle veut envoyer une équipe de spécialistes pour examiner la centrale.
Les Américains espèrent que les Israéliens ne sont pas en train de mettre secrètement en place un programme d'armement nucléaire. Ce qui est pourtant le cas. Mais les Israéliens conçoivent un plan aussi ingénieux que retors. Ils décident de construire une fausse salle de contrôle équipée de cadrans et de compteurs factices semblables à ceux qui sont utilisés pour un réacteur de recherche civile. Les inspecteurs américains qui ne parlent pas hébreu sont invités à faire le tour de la centrale. Ils visitent la fausse salle de contrôle. Mais une partie des installations ayant été dissimulées derrière des cloisons, ils n'ont pas la moindre idée de la taille réelle du site. Les Israéliens disent aux inspecteurs qu'ils ne peuvent pas leur montrer le réacteur pour des raisons de sécurité. En fait, la centrale de Dimona possède une zone souterraine de retraitement et des ascenseurs secrets dont les visiteurs n'ont pas la moindre idée. Israël est littéralement en train de développer un programme nucléaire sous les pieds des Américains. Les spécialistes estiment qu'en 1967, à l'époque de la guerre des 6 jours, Israël avait déjà assemblé 2 engins nucléaires. Le pays était devenu un membre officieux du club nucléaire. Et si la situation s'était tendue, Israël aurait pu larguer une bombe sur l'Égypte et une autre sur la Syrie. Israël n'a jamais admis posséder l'arme nucléaire et a toujours refusé de signer le traité de non-prolifération, invoquant son exceptionnelle situation sécuritaire. Même si la nation juive est dotée d'un arsenal stratégique, elle s'oppose à ce que les nations arabes en développent un. Le 7 juin 1981, elle le fait clairement savoir à Saddam Hussein. Ce dernier a consolidé son pouvoir en Irak pendant les années 70. Et il est bien décidé à posséder des armes nucléaires. Vers la fin de la décennie, il s'associe avec la France pour construire un réacteur destiné à produire du plutonium de qualité militaire. Le réacteur, qui est situé à Osirak, non loin de Bagdad, est construit par les mêmes Français qui ont aidé à la construction de celui de Dimona. En 1981, Israël apprend que la centrale d'Osirak est sur le point de mettre son réacteur en route. Lors d'un raid aérien sans précédent, des avions de chasse israéliens violent les espaces aériens de la Jordanie et de l'Arabie saoudite sans rencontrer d'opposition. Ils volent au ras du désert pour éviter d'être détectés par les radars et survolent le réacteur sur lequel ils larguent une pluie de bombes d'1 tonne. Les bombes israéliennes anéantissent Osirak. L'attaque est menée avant la mise en route de la centrale pour éviter les retombées radioactives. Dans le plus grand secret, Israël accroît son arsenal stratégique, tout en refusant d'admettre ses capacités nucléaires. Mais en 1986, lors d'un obscur épisode digne des meilleurs scénarios hollywoodiens, cette façade vole définitivement en éclats. Mordechai Vanunu est un ingénieur employé à la centrale de Dimona. Il est opposé au programme nucléaire israélien. En secret, Vanunu dessine les plans et prend des photographies des installations top secrètes et les emporte à Londres. L'ingénieur essaie de vendre son histoire au Sunday Times. La rédaction du journal est impressionnée, mais veut vérifier ses dires avant de publier quoi que ce soit. Vanunu déambule dans la capitale britannique, tout en attendant leur feu vert. Mais il n'est pas seul. Il est suivi par des agents secrets israéliens. Il fait la connaissance d'une femme séduisante. Ils se revoient le lendemain. Elle persuade Vanunu de l'accompagner à Rome, où vit sa sœur. Mais lorsqu'il arrive chez elle, une semaine plus tard, Vanunu est en Israël, au quartier général du Mossad, arrêté pour trahison. À Londres, ces révélations ne tardent pas à s'étaler en première page des journaux.
Elles ont été publiées par le Sunday Times. Ça a été un coup fatal pour les Israéliens parce que tout était divulgué. Non seulement ils avaient des bombes A, mais les photographies laissaient clairement entendre qu'ils travaillaient sur des bombes thermonucléaires et sur des bombes à neutrons. Ils fabriquaient des tas de choses. Mordecai Vanunu est jugé pour trahison, espionnage et révélation de secrets d'État en décembre 1986. Il est condamné à 18 ans de prison, dont 12 en isolement cellulaire. À l'heure actuelle, un conflit entre Israël et ses voisins pourrait engendrer un holocauste nucléaire. L'État iranien, avec ses déclarations et ses implications passées dans des activités terroristes, n'est pas le genre de pays que l'on souhaite voir posséder des armes nucléaires, quelles que soient les théories de dissuasion qui peuvent être invoquées. C'est sans aucun doute un grave sujet d'inquiétude. Les talibans ont des vues sur le fragile arsenal nucléaire pakistanais. Le Pakistan possède beaucoup plus d'une tonne de matériel nucléaire explosif, principalement de l'uranium hautement enrichi, de l'uranium de qualité militaire, ainsi que du plutonium. Il a des armes nucléaires et il a les installations nécessaires pour fabriquer toutes ces choses-là. Et en Extrême-Orient, la Corée du Nord procède à des essais. La Corée du Nord est désormais une puissance nucléaire. C'est un problème beaucoup plus dangereux, beaucoup plus complexe à gérer et beaucoup moins susceptible d'être réglé dans des termes que le reste du monde pourrait considérer comme étant acceptables. La planète pourrait être beaucoup plus proche que jamais d'une attaque nucléaire. Comment sommes-nous arrivés là? Comment ces armes terrifiantes ont-elles proliféré à la surface du globe? La course folle vers la catastrophe a débuté à la veille de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne nazie et les États-Unis sont entrés en compétition pour fabriquer la première bombe atomique. Et le destin de l'humanité s'est retrouvé dans la balance. En 1933, Léo Szilard, physicien hongrois, imagine une réaction nucléaire en chaîne pouvant être utilisée pour produire de l'énergie ou fabriquer des armes nucléaires. Sa théorie enthousiasme la communauté scientifique internationale. En 1938, deux chimistes allemands ont bombardé de neutrons une solution d'uranium. Ils ont ensuite cherché à savoir si des modifications s'étaient produites. Et ils ont découvert, à leur grande surprise, que de manière totalement inattendue, il y avait dans la solution des éléments qui n'auraient pas dû s'y trouver. Les neutrons avaient divisé le noyau de l'uranium, libérant une quantité d'énergie colossale et sans précédent. Et très vite, le monde entier a compris que s'il était possible de libérer une énorme quantité d'énergie en n'en utilisant qu'une toute petite, il devenait possible de fabriquer une bombe formidable. Moins d'un an après cette découverte, la Seconde Guerre mondiale éclate en Europe. Les adversaires n'ignorent pas que la possibilité de fabriquer une bombe atomique ferait toute la différence entre une victoire éclatante et une défaite. Aux États-Unis, dans des zones isolées disséminées sur le territoire, un programme top secret, le projet Manhattan, cherche à prendre de vitesse l'Allemagne et le Japon pour produire la première bombe A de l'histoire. Certains des meilleurs physiciens de la planète, dont beaucoup sont des réfugiés, travaillent dans le laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Pendant la guerre, les scientifiques qui étaient à Los Alamos ne savaient pas vraiment ce qui se passait à Berlin. Ils se doutaient que les Allemands faisaient de très gros progrès parce que c'était le principal enjeu. Leurs soupçons sont justifiés. Les Alliés savent que l'Allemagne nazie se démène et n'est pas loin d'obtenir des résultats. Mais pour ça, elle a besoin de l'eau lourde, stockée dans l'usine hydroélectrique de Vemork, en Norvège, pays occupé par les Allemands. Pour faire fonctionner un réacteur, il faut utiliser comme modérateur soit du carbone graphite extrêmement pur, soit de l'eau lourde. L'usine norvégienne a joué un rôle crucial dans l'issue de la guerre et dans la sauvegarde de la civilisation occidentale. Les Alliés envoient des bombardiers détruire l'usine. Lorsque les Allemands tentent de transférer le stock d'eau lourde sur leur territoire,
Le reste de la production avait été placé sur un bac pour traverser le fjord. Les Alliés ont fait sauter le bac, bien qu'il y ait à son bord des citoyens norvégiens qui ont été tués. Il était capital que cette cargaison n'arrive jamais en Allemagne. Mais les Allemands ne sont pas les seuls ennemis qui cherchent à dominer le monde. En 1940, les Japonais sont eux aussi dans la course à la bombe atomique. Le professeur Yoshio Nishina, un ancien associé d'Albert Einstein, est chargé de diriger le programme nucléaire nippon. Le 9 mars 1945, les États-Unis envoient 300 B-29 pilonner Tokyo. Lors de ce qui sera considéré comme le bombardement aérien le plus destructeur de l'histoire, le napalm embrase plus de 40 km de la ville. Plus de 88 000 Japonais meurent en une seule nuit. Mais un autre but est dissimulé derrière ces frappes. Les bombes anéantissent aussi la centrale nucléaire nippone, juste au moment où le séparateur thermique est prêt à fonctionner. Les Japonais n'ont plus qu'un dernier espoir. Ils demandent à l'Allemagne de leur fournir du matériel nucléaire. Et en mars 1945, 500 kg d'uranium brut sont envoyés au Japon. Mais le sous-marin qui les transporte est informé en cours de route que l'Allemagne a capitulé. Il fait surface et est placé sous bonne garde par les Américains. Aucune information n'est divulguée quant à sa cargaison. Tous les espoirs du Japon d'être le premier pays détenteur de la bombe A s'envolent en fumée. Deux mois plus tard, à Los Alamos, les scientifiques du projet américain Manhattan sont enfin prêts à tester l'engin qu'ils ont baptisé le Gadget. Des années plus tard, Robert Oppenheimer, le directeur scientifique du projet, reviendra sur cette journée fatidique. Nous savions que le monde ne serait plus le même. Je me suis souvenu de ces lignes d'un texte sacré hindou, le Bhagavad Gita. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Je suppose que nous avons tous ressenti la même chose. Le monde est à l'aube d'une nouvelle ère. Mais ce que les dirigeants du projet Manhattan ignorent, c'est que les plans de leur gadget sont déjà entre les mains des soviétiques. Carlos Alamos a été secrètement infiltré par l'URSS. En 1933, après une violente altercation avec les nazis, Klaus Fuchs, un jeune physicien allemand de talent, s'enfuit en Grande-Bretagne. Lorsque les autorités britanniques étudient son dossier, ses sentiments anti-nazis les persuadent qu'il ne représente aucun risque, et ils l'engagent pour participer à leur programme. Mais Klaus Fuchs est en fait un fervent communiste. Une équipe de physiciens britanniques a été envoyée à Los Alamos. Nous n'avons pas fait d'enquête de sécurité, supposant que les Britanniques s'en étaient chargés. Chaque participant était autorisé à ne connaître que ce qui était indispensable à son travail. Mais c'est dans la zone la plus sensible du laboratoire que travaille Klaus Fuchs, le physicien espion. Oppenheimer a dit par la suite que même si Los Alamos avait été compartimenté à l'infini, Fuchs se serait retrouvé dans le compartiment central. Parce qu'il travaillait sur l'implosion, la compression de la matière fissile de la bombe Fat Man, le cœur même du procédé pour transformer le plutonium en arme nucléaire. En août 1945, une première bombe atomique sortie du laboratoire de Los Alamos est larguée sur Hiroshima. Puis une seconde sur Nagasaki. Plus de 200 000 personnes sont tuées. La plus grande liesse que Chicago ait jamais connue. La joie est sans limite. La guerre est enfin terminée.
Mais 2 mois plus tôt, Klaus Fuchs a envoyé à l'insu des Américains un courrier en Union soviétique dans lequel il transmettait les plans détaillés de la bombe au plutonium, la liste de ses composants, ses dimensions, les différentes couches externes et internes. En un mot, tout ce dont les Soviétiques avaient besoin pour pouvoir en fabriquer une. Ils avaient les plans de la bombe. Ils avaient ceux des systèmes d'enrichissement de l'uranium et ceux des systèmes de séparation électromagnétique. Pendant plus de 40 ans, le monde a cru que Klaus Fuchs était le seul physicien espion à Los Alamos. Mais en 1995, il a appris qu'il y en avait un autre. Theodore Hall, le plus jeune physicien du projet Manhattan. En 1944, Hall donne aux Soviétiques une information capitale sur la conception de la bombe à implosion qui confirme les renseignements fournis par Fuchs. Ses contacts sont des communistes américains, Morris et Lona Cohen. Morris et Lona Cohen avaient un rôle de coursier. Ils récupéraient les documents fournis par les espions dans tout le pays et les apportaient à l'ambassade soviétique à New York. En 1945, Theodore Hall remet à Lona Cohen les plans de Fat Man, la bombe A qui a anéanti Nagasaki. Elle les a cachés dans une boîte de Kleenex qu'elle transportait avec elle. Dans le train de retour vers la côte Est, elle a eu la mauvaise surprise de voir que des agents des services secrets militaires fouillaient tous les bagages. Elle avait les plans avec elle. Elle a réagi en un éclair. Faisant preuve d'un incroyable sang-froid, elle a prétendu avoir égaré son billet, a fondu en larmes et a pris un Kleenex pour se moucher. Lorsque l'agent s'est approché, elle lui a tendu la boîte de Kleenex. Il n'a bien sûr pas imaginé que cette dernière pouvait être suspecte. Et quand elle a enfin retrouvé son billet, il lui a rendu la boîte. C'est ainsi que s'écrit l'histoire. Forte des informations fournies par Fuchs, Hall et d'autres, l'Union soviétique peut faire exploser sa première bombe atomique. Lorsque les Soviétiques ont fait leur premier essai en août 1949, ça a été la stupeur aux États-Unis. Nous n'imaginions pas qu'ils auraient une bombe avant au moins 5 ans. Ça a été la panique à Washington. On avait le sentiment que l'équilibre des forces avait changé. La course mondiale aux armements est lancée. Toutes les grandes nations vont désormais devenir soit membres d'un club très élitiste, soit des laissés pour compte aigris. Le marché des armes nucléaires a ouvert ses portes. Dans les années 50, les États-Unis concentrent leurs efforts sur la fabrication de bombes à hydrogène, aussi appelées bombes thermonucléaires. Les États-Unis avaient commencé à faire des essais très concluants dans le Pacifique de grosses bombages transportables. Ces formidables armes de destruction massive sont près de 1000 fois plus puissantes que les bombes A larguées sur le Japon. En 1954, lors des essais de la bombe Castle Bravo sur l'atoll des Bikini, les États-Unis font exploser la plus puissante bombe H jamais testée. L'Union soviétique ne maîtrise pas encore cette technologie. Mais ça ne saurait tarder. En effet, hormis Klaus Fuchs et Theodore Hall, Moscou dispose d'un troisième agent très haut placé à Los Alamos. Son nom de code est Perseus. Perseus avait cessé d'espionner pour les Soviétiques après la guerre. Mais dans les années 50, ils ont de nouveau besoin de ses services. Perseus était un mystère.
Il a cessé ses activités d'espion à la fin des années 40 et il est resté à Los Alamos où il a apporté de grandes contributions au monde de la physique. Je pense qu'il avait tiré un trait sur ce passé jusqu'à ce que les Soviétiques viennent lui rappeler à son bon souvenir en 1954. Thomas Reed estime que Perseus a livré à l'Union soviétique l'information capitale dont elle avait besoin pour fabriquer une bombe H. En ce qui concerne le thermonucléaire, tout le secret peut être livré en quelques phrases au cours d'un déjeuner si on s'adresse à de très bons scientifiques soviétiques qui connaissent le sujet de la discussion. En novembre 1955, forte des renseignements top secrets dont elle avait besoin, l'URSS pétrifie de nouveau les États-Unis en faisant exploser une bombe thermonucléaire à 2 étages sur son centre d'essai de Semipalatinsk au Kazakhstan. La course aux armements qui oppose les deux grandes puissances est sur le point de passer à la vitesse supérieure. Mais elles ne sont pas les seules à se démener pour développer un arsenal nucléaire. La République populaire de Chine est elle aussi secrètement dans la course. Puis la guerre est venue du Nord par surprise. En juin 1950, les communistes nord-coréens avaient en effet... Lorsque la guerre de Corée éclate en 1950, la Chine a de bonnes raisons de vouloir posséder un arsenal stratégique. Quand Mao Tse-tung envoie des troupes chinoises en Corée, le président Truman et par la suite le président Eisenhower menacent la Chine de représailles nucléaires. Mao a décidé de faire partie du club nucléaire en 1955. Pour cela, il lui fallait former des étudiants et les envoyer à l'étranger. Envoyer des scientifiques chinois dans des universités américaines et les faire revenir en Chine, cela risquait de prendre du temps. La première phase consistait à établir des bases solides. Mao reçoit aussi l'aide du premier secrétaire de l'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, son allié contre l'Occident capitaliste. L'aide que Khrouchtchev a apportée aux Chinois ne s'est pas limitée à l'envoi de simples croquis. Khrouchtchev a mis à leur disposition une gigantesque armée de scientifiques. Ces superstars des laboratoires militaires soviétiques ont donné des cours sur l'extraction, le broyage et le traitement de l'uranium, l'enrichissement de l'uranium, la construction de réacteurs, la conception des bombes, les systèmes hydrodynamiques, tout ce qu'ils savaient. Moscou s'apprête à fournir à Pékin un prototype de la bombe. Mais en 1958, lorsque Khrouchtchev rend visite à Mao pour finaliser leur accord nucléaire, leurs relations se détériorent. Mao n'apprécie pas la volonté de l'URSS de contrôler la politique étrangère chinoise. Khrouchtchev déconseille à Mao d'envahir Taïwan, craignant des représailles nucléaires de la part des États-Unis. Mais Mao lui dit qu'il se moque que des milliers de Chinois puissent mourir. Ils ont ensuite parlé de la position de Mao vis-à-vis d'un conflit nucléaire. Et Mao lui a dit « Peu importe si on perd 1 million de Chinois ». Alors Khrouchtchev s'est dit « Ce gars-là a perdu la boule, on va cesser de lui apporter notre soutien ». Khrouchtchev revient sur sa décision d'armer une nation aussi peuplée à sa frontière sud, un pays capable de devenir un futur ennemi. Et il commence à rappeler ses scientifiques. Les scientifiques clés sont partis en vacances et ne sont jamais revenus. Et les Chinois, à qui nous avons parlé, nous ont dit « Nous avions reçu toutes ces données, mais notre réacteur ne fonctionnait toujours pas. » Mais Mao et les scientifiques chinois sont sur le point d'obtenir, d'une source extrêmement sûre, la solution à leurs problèmes. Klaus Fuchs en personne. Le physicien de Los Alamos qui a espionné pour les Soviétiques 10 ans plus tôt. La technologie nucléaire s'est propagée de façon fantastique. Klaus Fuchs était un espion de guerre. Il avait été arrêté, avait avoué et avait été envoyé en prison pour 10 ans. En 1959, Fuchs est libéré de prison avec une remise de peine de 5 ans pour bonne conduite. Il s'installe à Dresde, en Allemagne de l'Est, où il enseigne la physique. Mais qui étaient ses élèves ? Yan Zhangqiang, le responsable du programme nucléaire chinois, a été l'un des premiers à lui rendre visite. Et dès l'été 59, Klaus Fuchs a fait un cours complet aux Chinois sur la façon dont Los Alamos fonctionnait. En 1964, la République populaire de Chine procède à son premier essai nucléaire. Et en 1968,
elle atteint le statut de nation thermonucléaire. La Chine de Mao devient le 5e membre d'un club très fermé, dont les membres officiels sont à l'époque les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. Mais d'autres pays veulent se joindre à eux dans l'espoir d'imposer le respect sur la scène internationale. 2 d'entre eux sont des ennemis mortels, l'Inde et le Pakistan. En 1971, lorsque la guerre civile éclate au Pakistan, l'Inde s'invite dans le conflit et inflige une défaite humiliante à son voisin. Cette guerre pousse un patriote pakistanais à vouloir se venger. Son nom, Abdul Qadir Khan. Khan est ingénieur métallurgiste, spécialisé dans la fabrication de centrifugeuses, ces cylindres utilisés pour enrichir l'uranium des armes nucléaires. Khan n'a pas conçu une bombe, mais il avait les moyens de développer la technologie d'enrichissement de l'uranium, ce qui est crucial dans la mise en place d'un arsenal nucléaire. Il est l'un de ceux qui ont appris à utiliser les centrifugeuses. Khan vit aux Pays-Bas, où il est employé par une société travaillant dans le domaine de l'enrichissement d'uranium. Il décide de venir en aide à son pays. Il se met à recueillir des données en Europe. C'est là qu'était développée la technologie d'enrichissement de l'uranium destinée aux réacteurs. Il a commencé à prendre des notes en 72, 73, 74. L'ingénieur pakistanais a accès aux installations nucléaires les plus sensibles et les plus secrètes d'Europe. Et bien qu'il ne dispose que d'une autorisation limitée, la sécurité n'étant pas très rigoureuse, il arrive à pénétrer dans les zones strictement interdites. En 1974, le Pakistan et le reste du monde sont terrifiés lorsque l'Inde fait exploser Smiling Buddha, sa première bombe nucléaire. L'Inde envoie un redoutable message à son voisin en procédant à cet essai à proximité de la frontière pakistanaise. Khan commence à transmettre des informations nucléaires hautement classifiées à un réseau d'espions pakistanais basé aux Pays-Bas. En automne 1974, il passe 16 jours dans une centrale nucléaire ultra secrète. Il se promène tranquillement dans les installations en prenant tout un tas de notes. Ces notes et ces croquis prennent la route du Pakistan. Pendant ce temps-là, les autorités hollandaises ont commencé à le soupçonner. Mais quand elles décident enfin de l'arrêter, la CIA s'interpose. Les services américains veulent remonter la piste de ses contacts. En décembre 1975, Khan s'enfuit au Pakistan, emportant dans ses bagages des copies des plans top secrets de centrifugeuses et les coordonnées de près d'une centaine de fournisseurs de composants d'armes nucléaires. Pendant les 10 années suivantes, le Pakistan va dans le plus grand secret s'atteler à la fabrication d'une bombe derrière les murs de son site de Kaouta. Mais il ne travaille pas seul. Le Pakistan est aidé par un pays ami, la Chine. Deng Xiaoping, le dirigeant chinois, tient à prêter main forte au gouvernement pakistanais contre l'Inde, leur ennemi commun. Et en 1998, le Pakistan fait son premier essai nucléaire. Un nouveau membre rejoint les rangs du club. La bombe était en fait de conception chinoise. Et c'est en Chine que le Pakistan a procédé à ce premier essai. Mais la République populaire de Chine n'aide pas seulement le Pakistan. Deng Xiaoping entreprend délibérément la propagation d'armes et de matériel nucléaire dans les mondes musulmans et marxistes. Mais il a aussi commencé à transmettre des réacteurs secrets à l'Algérie, des missiles à l'Arabie Saoudite et toutes sortes de technologies à la Corée du Nord. Thomas Reed pense que Deng Xiaoping avait une idée derrière la tête.
Pourquoi? Pourquoi a-t-il aidé la Corée du Nord? Pourquoi a-t-il armé l'Algérie? Pourquoi a-t-il donné tous ces moyens à tout ce monde? À mon avis, le point de vue de Deng Xiaoping était le suivant. Si la propagation de cette technologie a pour conséquence une explosion nucléaire quelque part en Occident, la Chine sera épargnée. Nous avons tout à y gagner. Les Chinois seront les derniers sur la planète. Le monde a échappé à l'horreur d'une guerre nucléaire. Jusqu'à présent. Mais nous l'avons frôlé de très près. De beaucoup plus près qu'on a pu le croire à l'époque. Le 15 octobre 1962, des photographies prises par des avions de reconnaissance américains révèlent l'installation de missiles soviétiques à Cuba. Le président Kennedy exige leur retrait immédiat. Mais d'autres sont en route. Les États-Unis mettent en place un blocus maritime de l'île pour empêcher leur arrivée. La crise s'intensifie de jour en jour. Personne ne cède. Nous étions véritablement au bord du conflit. J'en ai moi-même été témoin. J'étais dans les services secrets et j'étais basé aux États-Unis à l'époque. En voyant les navires soviétiques s'approcher des côtes cubaines avec les missiles, je me suis demandé qui allait s'arrêter le premier. Mais Washington a un atout secret à Moscou. En ce temps-là, une de leurs sources était le colonel Oleg Penkovsky, qui avait des relations très étroites avec les chefs de la direction militaire soviétique. D'après ce que j'ai appris, c'est lui qui a transmis aux États-Unis des renseignements qui ont permis à la Maison-Blanche de camper sur sa position. Le colonel Penkovsky informe les États-Unis du nombre de missiles dont disposent les Soviétiques. Il leur donne aussi des détails capitaux sur les problèmes qu'ils rencontrent avec leur système de guidage des missiles. Ces informations prouvent que l'Union soviétique n'est pas aussi puissante qu'elle veut bien le faire croire aux États-Unis. Ce qui permet au président Kennedy de tenir tête à Nikita Khrouchtchev. Mais à l'insu des deux hommes, une face cachée de la crise se déroule littéralement juste sous la surface des eaux. Un épisode qui ne sera révélé au public qu'en 2002. Washington ignore que les sous-marins qui escortent les navires soviétiques sont armés d'engins nucléaires. Il y avait tout un cortège de vaisseaux. Les cargos soviétiques qui transportaient les missiles étaient escortés par des sous-marins équipés d'armes nucléaires, qui étaient eux-mêmes suivis à leur insu par des sous-marins américains ultra silencieux équipés eux aussi d'armes nucléaires. Et tous les commandants avaient le doigt sur la gâchette. C'était extrêmement risqué. Les sous-marins soviétiques ont reçu l'ordre d'utiliser leurs armes si les forces américaines les attaquent ou tentent de les obliger à faire surface. Et c'est exactement ce qui se produit pendant toute la phase critique de la confrontation. En effet, les forces américaines ne cessent de larguer des petites grenades sous-marines sur les submersibles soviétiques pour les forcer à remonter en surface afin de les inspecter. Le sous-marin B-59 est l'un des vaisseaux ciblés. Le bombardement dure plusieurs heures. L'oxygène commence à manquer. La température grimpe à près de 50 degrés Celsius. Des hommes perdent connaissance. Le commandant soviétique donne l'ordre d'armer les torpilles à tête nucléaire. Le commandant soviétique de ce sous-marin a très sérieusement envisagé de lancer une de ces torpilles. Ce qui aurait pu engendrer un terrible conflit nucléaire. Mais le commandant du sous-marin B-59 réussit à dominer sa colère et donne l'ordre de faire surface et accepte l'inspection. Le lendemain, la crise prend fin. En 1975, Abdul Qadir Khan rentre victorieux au Pakistan. Au milieu des années 80, ses associés et lui-même auraient gagné des millions en vendant du matériel et des plans d'armes nucléaires.
Il a ouvert une espèce de grande surface nucléaire et fournissait toutes sortes de technologies à des pays que les États-Unis n'auraient jamais voulu voir en posséder, et tout particulièrement la Libye, l'Iran et la Corée du Nord. D'autres scientifiques, ingénieurs et cadres administratifs désireux de vendre les secrets de leur pays aux plus offrants figurent aussi dans le réseau de Cannes. Mais l'argent n'est pas le seul but. Le Pakistan islamiste veut aussi aider ses coreligionnaires, dont certains sont les ennemis jurés des États-Unis. Les enquêtes qui suivent les attentats du 11 septembre 2001 révèlent que 2 ingénieurs nucléaires pakistanais proches de Cannes ont rencontré les dirigeants d'Al-Qaïda en 2000 et en 2001. Les 2 hommes ont essayé de faire sortir du matériel nucléaire de Russie et d'Asie centrale pour le livrer à Al-Qaïda. Des rumeurs affirment aussi qu'en avril 2003, Abdul Khan s'est rendu en Afghanistan pour rencontrer Oussama Ben Laden. Les services secrets ont suivi la piste de Khan pendant 20 ans. C'est une histoire désolante. Les services américains ont eu connaissance des activités de Khan pendant 20 ans, mais ils n'ont jamais demandé au service Action de l'arrêter ou de le tuer. Les États-Unis ont fermé les yeux sur les trafics de Khan à cause de l'aide que leur apportait le Pakistan dans leur lutte contre Al-Qaïda et les talibans. Mais les choses sont sur le point de changer. En octobre 2003, un navire allemand lié au programme nucléaire secret libyen est intercepté par les services américains. Il transporte des éléments de centrifugeuse destinés à l'enrichissement d'uranium. Une partie du programme complet que Khan a vendu au colonel Kadhafi. Sous la pression internationale, le Pakistan arrête Abdul Khan. Ce dernier avoue avoir vendu la technologie nucléaire non seulement à la Libye, mais aussi à l'Iran et à la Corée du Nord. Le gouvernement pakistanais nie avoir eu connaissance des activités de Khan. Et le président George Bush accepte officiellement les explications que lui donne le président Musharraf, son allié dans la guerre contre les talibans. Abdul Khan fait des excuses publiques. J'ai décidé d'apparaître devant vous pour vous faire part de mon profond regret et vous présenter mes excuses les plus sincères. L'arrestation et les aveux de Khan sont des grands moments de théâtre. Ils en ont fait le bouc émissaire. Tous les laboratoires militaires, industriels et scientifiques pakistanais étaient impliqués dans cette arnaque nucléaire. Khan étant devenu l'homme à abattre, le gouvernement militaire pakistanais n'a pas à reconnaître son rôle dans la fourniture de matériel nucléaire aux États islamistes pour des motifs idéologiques et aux pays marxistes pour des raisons bassement financières. Le principal allié des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme a directement vendu des programmes nucléaires à des terroristes islamistes. Abdul Khan est placé en résidence surveillée dans sa magnifique propriété. Et le voilà enfermé pendant 4 ou 5 ans dans un superbe château dans lequel il mange des sandwichs au beurre de cacahuètes. Le comité du renseignement américain ne pouvait plus l'atteindre. Il n'était pas en état d'arrestation, mais en détention protectrice. Rien à voir. La CIA et les autres agences voulaient aller interroger Khan dans sa prison dorée, mais le gouvernement pakistanais ne leur a jamais donné l'autorisation pour des raisons évidentes. Il n'avait rien à y gagner, mais beaucoup à y perdre si la CIA apprenait l'aide que les autorités de ce pays lui avaient apportée. Abdul Khan a été libéré en 2009, mais le mal est fait. Certaines des nations les plus dangereuses de la planète possèdent désormais des armes nucléaires ou sont en passe d'en obtenir. Le secret de la bombe atomique a proliféré tout autour du globe, transmis par des gouvernements soutenant leurs alliés, par leurs partisans et par leurs espions. Pendant plus de 70 ans, le monde a été confronté au spectre terrifiant d'une guerre nucléaire. Et cette peur est toujours d'actualité. Plus il y aura de pays en possession de la bombe, plus le risque sera grand.
Tant qu'il y aura des armes nucléaires sur la planète, d'autres voudront en posséder. C'est la première vérité. Et celle qui en découle directement, c'est que tôt ou tard, elles seront utilisées.